La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié aux grandes questions de la protection sociale. Aujourd'hui, nous abordons une question beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Existe-t-il un revenu minimum à la retraite ? Pour explorer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir un duo d'experts, Pierre Mayer, associé chez Ice Partner et ancien directeur de la CNAV, et Gilles Nézauzy, directeur du Centre de traitement informatique et conseiller scientifique de l'Institut des hautes études en protection sociale. Pierre Mayer, bonjour. Bonjour. Gilles Nézauzy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ensemble, nous allons revenir sur les fondamentaux de notre système. Alors pour commencer, la retraite minimale, c'est le minimum vieillesse ? Alors c'est une très bonne question de départ, Julie, parce qu'elle permet de dissiper une confusion. Le minimum vieillesse n'est pas une retraite. Ce n'est pas une retraite minimum ou minimale. C'est un revenu d'existence qu'il faut demander. On peut percevoir une retraite et demander l'application du dispositif pour porter ses ressources au niveau du montant du minimum vieillesse. Mais on peut aussi n'avoir aucune retraite et bénéficier du minimum vieillesse. Pour cela, il y a des conditions d'âge, de ressources et de résidence en France qu'il convient de respecter pour en bénéficier. Mais attention, quand on parle de retraite minimale, cela évoque d'autres dispositifs qui existent dans notre protection sociale. Nous avons en effet deux mécanismes qui permettent d'améliorer le montant des retraites. C'est le minimum contributif pour le régime général, donc le régime de base des salariés du secteur privé, et le minimum garanti pour les régimes de la fonction publique. Mais là, on est dans une logique différente, qui est celle d'un coup de pouce pour améliorer le montant d'une retraite, tout en restant dans une logique contributive. Il faut avoir cotisé. Et là, il n'y a pas de conditions de ressources, ni de résidence en France pour en bénéficier. Maintenant que la distinction est claire, revenons sur l'origine historique de ces dispositifs. Quand ont-ils été mis en place, Pierre Mayer ? Alors, le minimum vieillesse, lui, il a été créé en 1956. On met en place à l'époque la vignette automobile qui est censée financer les dépenses du minimum vieillesse. Mais il faut tout de suite ajouter que l'ancêtre de ce minimum vieillesse remonte à la loi du 14 mars 1941 relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Et oui, c'est le régime de Vichy qui est à l'origine de cette bonne nouvelle attendue depuis des années, comme l'indique à la radio le maréchal Pétain. Je tiens les promesses, même celles des autres, lorsque ces promesses sont fondées sur la justice. Grand geste de sollicitude et d'équité, la retraite des vieux entre en action. En fait, Vichy en profite aussi pour faire main basse sur les réserves des régimes de retraite en capitalisation qui avaient été mis en place par la loi de 1930, ce qui aura pour conséquence de vider les caisses, et ce qui fait qu'en 1944, il n'existe plus aucun système de retraite qui fonctionne. Le système de retraite sera reconstruit avec les ordonnances du 4 octobre 1945, portant création de la sécurité sociale, c'est le régime général. Le minimum contributif, avec cette abréviation de MICO, lui, il est créé en 1983, au moment du passage à la retraite à 60 ans. C'est même l'une des raisons de sa création. Comme l'âge de la retraite passe de 65 à 60 ans, la crainte est que le montant des retraites ne soit diminué, puisque le salarié ne va plus cotiser entre l'âge de 60 ans et l'âge de 65 ans. Et donc, on imagine à ce moment-là un dispositif permettant d'augmenter le montant de la retraite. La difficulté est que ce booster bénéficie à la fois à des personnes qui ont cotisé au régime général pendant un faible nombre d'années et qui vont avoir une autre retraite d'un autre régime, parfois une retraite tout à fait satisfaisante. Et ça bénéficie également à des personnes qui, elles, sont toujours restées au régime général, mais qui ont cotisé sur une assiette faible et qui vont avoir une faible retraite. C'est pour cette raison qu'une réforme importante a été conduite en 2008 pour essayer de cibler les personnes qui en avaient le plus besoin. Le minimum garanti, lui, il existe depuis très longtemps dans les régimes de la fonction publique, mais il a considérablement évolué depuis un peu plus de 20 ans. On demandait en 2003, pour son application pleine, 25 années de cotisation. Maintenant, on exige 40 années de cotisation. Et il est en plus nécessaire de disposer du taux plein, c'est-à-dire avoir la durée d'assurance tout régime nécessaire, 43 années, ou l'âge de 67 ans pour en bénéficier à plein.
Et expliquez-nous comment le minimum vieillesse a évolué depuis sa création, alors Gilles Nézauzy. Alors depuis 1956 et jusqu'à la fin, en 2006, le minimum vieillesse comprend 2 types d'allocations. Les allocations dites de premier étage et une prestation chapeau, l'allocation supplémentaire du minimum vieillesse, l'ASV. La réforme des décrets de 2006, prévue par la loi du 21 août 2003, a simplifié le dispositif en instaurant une prestation unique, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA. Cette ASPA se substitue pour les nouveaux bénéficiaires aux anciennes prestations que Pierre a décrit précédemment, qui permet d'atteindre le même niveau de revenu. Donc aujourd'hui, il faudrait parler d'ASPA, donc d'allocation de solidarité aux personnes âgées, et non de minimum vieillesse. Mais il faut reconnaître que l'appellation populaire reste toujours présente. En fait, on parle toujours de minimum vieillesse. Maintenant que nous avons vu l'évolution, regardons de plus près son application actuelle. Qui sont les bénéficiaires de l'ASPA ? Alors les bénéficiaires de l'ASPA sont aujourd'hui de l'ordre de 700 000 personnes. C'est un chiffre à rapprocher du nombre de retraités en France. Il y a 17 millions de retraités en France. Ce qui signifie que plus de 95% des retraités ne sont pas au minimum vieillesse. Entre la fin des années 1960 et le début des années 2000, il y a eu une chute impressionnante d'ailleurs du nombre de bénéficiaires en raison de la montée en charge des régimes de retraite par répartition. Il faut avoir en tête qu'un système de retraite, c'est en fait un système qui prend son rythme de croisière, c'est-à-dire qui verse des retraites pleines et entières à un grand nombre de personnes sur un temps long. Ainsi, jusque dans les années 1960, beaucoup de salariés n'ont commencé à cotiser au régime de retraite qu'à sa création en 1945, alors qu'ils avaient démarré leur carrière professionnelle bien avant. Ils n'ont donc pas pu bénéficier de ce que l'on appelle une retraite pleine et entière. Ils ont donc, pour un grand nombre d'entre eux, bénéficié du minimum vieillesse. Cette situation se peut un peu transformer avec l'arrivée progressive en retraite des salariés qui ont cotisé toute leur carrière et avec la montée en puissance de l'emploi féminin. Ce sont ces 2 phénomènes qui sont à l'origine de la baisse du nombre de bénéficiaires du minimum vieillesse. Cependant, depuis 2017, le nombre de ces bénéficiaires repart à la hausse, en raison notamment du plan de revalorisation de 100 € en 3 ans. Plus vous revalorisez le montant du minimum vieillesse, plus vous êtes susceptible d'avoir des bénéficiaires supplémentaires. Pour bien comprendre, explorons les modalités pratiques. Comment cela marche concrètement, Pierre Mayer ? Alors, pour bénéficier donc de l'ASPA, il faut en faire la demande à la caisse de retraite. CNAV en Ile-de-France, CARSAT dans les régions, CGSS, Caisse générale de sécurité sociale, pour les départements d'outre-mer. Caisse de MSA pour le régime agricole. Et c'est bien la caisse de retraite qui va verser l'ASPA. Je rappelle que l'ASPA repose sur plusieurs conditions. On va les examiner. D'abord, il y a une condition d'âge. Il faut avoir 65 ans. Mais attention, si vous êtes reconnu inapte au travail, vous pouvez bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge légal. Donc aujourd'hui, entre 62 et 63 ans. Aujourd'hui, sur un flux de nouveaux bénéficiaires, 40% vont avoir le minimum vieillesse avant l'âge de 65 ans. Ensuite, il y a une condition de revenu. Vous ne pouvez pas dépasser un certain montant de revenus qui est autour de 1 000 € pour une personne seule. Et les ressources prises en compte, et c'est là où tout se complique, sont dans la grande majorité des cas les seuls revenus de retraite, bien sûr. Mais il y a aussi, par exemple, des revenus du patrimoine ou la prise en compte d'un pourcentage de la valeur des biens immobiliers dont vous êtes propriétaire. En revanche, par exemple, on ne prend pas en compte les aides au logement. Quant aux revenus d'activité, ils font l'objet d'un abattement pour encourager l'activité professionnelle des bénéficiaires du minimum vieillesse. On va donc prendre en compte l'ensemble de ces revenus et on va vous verser une allocation différentielle jusqu'à hauteur du montant maximal de l'ASPA. Et le montant maximal aujourd'hui de l'ASPA, donc du minimum vieillesse, c'est 1 034,28 € par mois pour des personnes seules et c'est 1 605,73 € par mois pour des couples. Alors cela signifie, pour donner un exemple, que si vous n'avez absolument aucun revenu, le montant sera donc de un peu plus de 1 034 € par mois pour une personne seule. Et si vous avez par exemple 600 € de retraite, par exemple, on va vous verser un peu plus de 434 €. Alors il faut savoir qu'en fin 2022, les allocataires recevaient en moyenne 490 € pour l'ASPA. Donc c'est bien une allocation différentielle. Il faut voir que plus d'un titulaire sur 2 est une femme seule. Les personnes isolées représentent d'ailleurs plus des 3/4 des allocataires. Et ces allocataires sont
en proportion plus nombreux dans les départements et régions d'outre-mer, en Corse, dans le sud de la France et en Seine-Saint-Denis. Et concernant les conditions de résidence, cela soulève une question importante. Les étrangers ont-ils droit à l'ASPA et sous quelles conditions, Gilles Nézauzy ? Alors oui, les étrangers ont le droit à l'ASPA. Ce n'est pas parce que vous êtes étranger que vous n'y aurez pas droit. Il n'y a pas de condition de nationalité. Mais attention, il y a une condition extrêmement importante qui est celle de la résidence. Normalement, il faut être résident sur le territoire français au moins 9 mois sur l'année de versement de la prestation. Avant le 1er septembre 2023, on demandait 6 mois. Donc les conditions se sont en fait durcies de 3 mois. Et surtout, au moment de leur demande de perception de l'ASPA, les personnes de nationalité étrangère, hors espace économique européen et suisse, doivent être titulaires depuis au moins 10 ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler. C'est une règle qui apparaît extrêmement dissuasive. Mais attention, là encore, cette condition ne s'applique pas à toute une série de pays avec lesquels la France a signé des conventions spécifiques. C'est par exemple le cas de l'Algérie ou encore du Gabon. Nos engagements internationaux font ainsi échec à la règle des 10 ans, car nous avons signé des conventions qui précisent explicitement que nous renonçons à l'appliquer. Alors pourquoi le minimum vieillesse reste une prestation qui n'est pas toujours demandée par des personnes qui auraient pourtant le droit ? En fait, la question que vous posez est la question du non-recours. Pour l'ASPA, on estime qu'une personne sur 2 ne la demande pas. Cependant, ce chiffre mérite tout de suite d'être nuancé. Ce serait pour la moitié d'entre eux des personnes qui bénéficieraient de moins de 140 € de prestations mensuelles, donc qui ne font pas valoir leurs droits. On peut donner au moins 3 explications au fait que la prestation ne soit pas toujours demandée. Première explication, c'est une démarche qui peut être complexe pour un montant supplémentaire qui peut être considéré par les bénéficiaires comme trop faible. Vous avez 900 € de retraite, vous vous demandez à quoi ça sert finalement de demander l'ASPA pour un peu moins de 100 €. Deuxième explication, c'est un revenu d'existence. Donc ça peut présenter un caractère stigmatisant pour une personne, par exemple, qui peut avoir travaillé toute son existence et qui ne se considère pas en fait comme relevant de l'action sociale. Donc il ne va pas demander ce droit. Troisième explication, et qui semble finalement aussi un facteur extrêmement important de non-bénéfice en fait de l'ASPA, c'est que cette dernière, elle est récupérable sur succession. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque la personne décède, lorsque la personne qui a bénéficié de l'ASPA décède, eh bien, la caisse de retraite peut engager en fait des mesures pour récupérer les montants versés auprès de ses héritiers, sur le montant, bien sûr, de l'actif successoral. Alors, le seuil a été relevé par la réforme des retraites de 2023. Il était auparavant relativement faible, 39 000 €. Donc, c'était véritablement, là, pour le coup, un risque important pour le bénéficiaire de l'ASPA. Il a été relevé, en fait, à 105 300 € en métropole. Ce qui signifie que l'actif net successoral doit dépasser cette somme pour que l'ASPA soit récupérable par la caisse de retraite. Autre changement, ce seuil est désormais revalorisé régulièrement. Bref, on peut s'attendre demain à une augmentation importante du nombre de bénéficiaires si cette question du recours sur succession était réellement un frein important. Pour conclure, vous avez indiqué 1034 € pour le minimum vieillesse. Mais la retraite minimale, c'est plus ou c'est moins, Pierre Mayer ? Alors, le montant du minimum contributif, le fameux MICO, il est de 747,69 €. Mais si vous justifiez de 120 trimestres d'assurance, vous avez droit à ce qu'on appelle le minimum contributif majoré. Et là, ça représente 893,65 €. Il n'y a pas de retraite minimale au sens d'une garantie juridique pour les salariés de droit privé. Notamment parce qu'une partie de leur retraite dépend d'un régime contributif géré par les partenaires sociaux, l'Agirc-Arrco. Mais on considère que l'addition entre une retraite du régime de base portée au minimum contributif majoré et une pension versée par le régime complémentaire Agirc-Arrco pour une carrière complète, et cette expression « pour une carrière complète » est évidemment extrêmement importante, ne peut pas être inférieure à 85% du SMIC net. Alors 85% du SMIC net, aujourd'hui, c'est 1212,36 € au 1er novembre 2024. Vous vous souvenez peut-être que cette question a été l'une des plus controversées, l'une des plus débattues lors de la réforme de 2023. Pour la fonction publique et son minimum garanti, le montant maximal est équivalent à celui que l'on peut projeter sur les retraites de droit privé. On est désormais au-dessus de 1300 € lorsque le fonctionnaire dispose
de 40 années de cotisation et du taux plein, soit par la durée, soit par l'âge. Dans les deux cas, que ce soit le minimum contributif ou que ce soit le minimum garanti, on est sur des montants supérieurs au montant du minimum vieillesse. On peut considérer que l'écart est insuffisant entre une personne qui n'a pas du tout travaillé ou très peu travaillé et une personne qui a toujours travaillé, mais cet écart existe bien. Et j'espère que ce podcast aura montré que surtout, on compare des situations très différentes entre un revenu d'existence, le minimum vieillesse, et des garanties minimales de pension, qui ne sont pas forcément des garanties juridiques, mais on va dire des objectifs sociopolitiques de pension qui, là, relèvent réellement du droit de la retraite. Merci beaucoup Gilles Nézossier pour cet éclairage. Merci à vous, Julie. Merci également Pierre Mayer. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.